Bonjour Ernst Stetter. Bonjour, Merci enchanté. merci d'avoir accepté mon invitation. Ernst, vous êtes économiste et politologue, conseiller spécial du président de la Fondation Jean Jaurès pour l'Europe. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour parler de l'Allemagne et notamment de ce que nous appelons, nous ici en France, le couple franco-allemand qui, selon de nombreux commentateurs de ce côté-ci du Rhin, pourrait avoir du plomb dans l'aile. Ma première question est donc, est-ce que vous avez déjà considéré, vous, en Allemagne, qu'il existait un couple franco-allemand, ou est-ce que c'est juste une vision française de notre rapport binational? Et est-ce que vous le voyez, ce couple, mal en point, ou tout du moins plus mal en point qu'hier? Tout d'abord, il existe bel et bien un couple franco-allemand. Ça existe depuis les traités de l'Élysée de Konrad Adenauer et Charles de Gaulle. Ça a été renouvelé plusieurs fois et ça a aidé énormément à la construction européenne ces dernières décennies. Donc, c'est quelque chose de réalité qui est aperçu aussi chez nous en Allemagne comme une nécessité de la construction européenne. Et on voit la France qui est notre partenaire privilégié au sein de l'Union européenne. Et qu'est-ce qui fonde, selon vous, l'existence en fait de ce couple franco-allemand? Est-ce que c'est uniquement nos poids économiques respectifs en Europe, ou est-ce que c'est aussi qu'on regarde dans la même direction? Tout d'abord, le fondement de cela, c'est la leçon de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire plus jamais de la guerre entre la France et l'Allemagne, qui a toujours existé avant. Plusieurs guerres se sont déroulées. Je ne sais pas moi de citer toute l'histoire maintenant, mais ça, c'était un peu le cœur de ça. Et justement aussi après la Deuxième Guerre mondiale qui est si désastreuse. Deuxièmement, nous avons tous voulu créer une Union européenne qui mène la paix en Europe. Et ce pays-là, paix est maintenant bien menacé par cette agression russe en Ukraine. Donc, la réalité des couples franco-allemands doit se jouer aussi maintenant dans cette nouvelle situation qui est la menace de la Russie sur un pays européen qui est l'Ukraine, même si l'Ukraine n'est pas encore ou n'est pas membre de l'Union européenne, mais fait partie quand même de l'Europe. Donc, d'après vous, les problèmes, parce que en fait, vous ne m'avez pas parlé des problèmes aujourd'hui qui font jour dans la relation franco-allemande. Est-ce que vous voyez que voilà, il y a des nuages dans un ciel bleu, ou est-ce que c'est en fait c'est une relation qui, comme toute relation bilatérale, assez haut et assez bas, et là, on est plutôt dans une phase de bas que dans une phase de haut? Oui. Là, il y a deux éléments. Bon, il y a énormément des articles actuellement en France qui parlent ça traîne, c'est à la peine, ça ne marche plus, etc. Et aussi, le président Emmanuel Macron ne comprend pas le chancelier allemand Olaf Scholz. Donc, il faut dire peut-être deux choses. Tout d'abord, il y a une rupture qui s'est installée depuis l'année dernière. Donc, une personne qui a quitté le pouvoir, c'était la chancelière Angela Merkel, et une nouvelle coalition s'est mise en place en Allemagne avec un chancelier, Olaf Scholz. Pour Olaf Scholz, c'est aussi maintenant une période de voir un peu la relation avec ses partenaires en Europe. Et un des partenaires privilégiés est bien sûr Emmanuel Macron, le président français. Donc là, c'est ça qui est à voir. Et comme dans chaque couple, il faut d'abord voir un peu qu'est-ce qui sont les différentes choses qui sont en commun, mais il y a aussi certainement des choses qui sont critiques et qui sont peut-être vues différemment par un chancelier Scholz qu'une chancelière Merkel. Oui, Ça, mais c'est on la se première souvient, chose. oui, mais déjà avec Angela Merkel, je me souviens quand Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il avait fait une proposition de Oui, souveraineté européenne et oui, Angela Merkel, enfin surtout sa ministre des Affaires étrangères, avait oui. dit ah non 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 ça n'existera jamais.
Donc, Oui. c'est pas non plus… Bien sûr, ça a toujours existé. Ça a existé aussi entre Mitterrand et Kohl, ça a existé entre Gerhard Schröder et Jacques Chirac, et Sarkozy, Schröder, ça a toujours existé. Mais deuxièmement, il y a actuellement une situation, tout récemment, par exemple, il y avait une initiative, d'ailleurs, je viens de terminer une petite note là-dessus, il y avait une initiative de certains pays en Europe contre un bouclier antimissile. Et la France ne fait pas partie de ça. Donc, nous, on se demande en Allemagne pourquoi la France ne fait pas partie de cela. Est-ce que c'est une raison interne de la politique interne de la France ou est-ce que c'est un vieux problème qui existe toujours si il y a une défense commune qui s'établissent. Par exemple, il y avait des exemples comme l'avion de transport Airbus A400M, par exemple. Ça dure une éternité avant que ça soit réalisé. Est-ce que ce n'est pas la même chose maintenant avec ces boucliers antimissiles? Si je peux dire quelque chose là-dessus, je crois que c'est tout d'abord aussi dû au fait d'une nouvelle situation politique en France après les élections législatives de cette année. C'est-à-dire, le président Emmanuel Macron est face à une opposition forte de Front National ou Résistance nationale ou Marine Le Pen, disons comme ça, mais aussi de la gauche de Jean-Luc Mélenchon qui, le deux, prônent une identité française, France first. Et c'est ça un peu l'intérêt de là. Tandis que pour l'Allemagne, la situation actuelle, et ça il faut voir aussi avec la guerre en Ukraine, c'est une menace énorme qui joue dans la mémoire interne, mémoire historique de l'Allemagne. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons eu 40 ans de dictature en Allemagne de l'Est. Et maintenant, l'armée allemande, la Bundeswehr, est vraiment sous-équipée, elle traîne, elle n'est pas capable de défendre le pays, comme tous les généraux le disent. Donc, il y a une nécessité aussi qui est là d'urgence de faire très vite le nécessaire d'avoir un armement qui peut défendre aussi le territoire allemand face à l'agression russe, en cas où. On n'aimerait pas, mais on n'a pas pour le moment. Oui, mais là, il y a un choix qui a été fait par l'Allemagne, c'est de privilégier sa propre armée et de dire, nous, on veut, à horizon 2030, avoir la première armée conventionnelle d'Europe, et pas de, oui, d'Europe, et pas de dire, bon, bah, on va investir, on va s'investir dans une armée européenne. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, le problème, c'est que nous, c'est France First, mais on a aussi l'impression, quand on regarde l'Allemagne, que parfois c'est Germany Non. First. Quand on Ouais. voit leur plan de 200 milliards de plafonnement des prix de l'énergie et pour soulager les consommateurs allemands face à l'inflation, on se dit aussi, ce plan de 200 Ouais. milliards, Mais la France a fait ça l'année dernière avec le oui, je ne dis pas budget. le contraire, mais Euh, chacun voit ses intérêts chacun voit, nationaux. chacun voit son propre camp. Ça s'est vu aussi, malheureusement aussi, pendant la période de Covid, la pandémie de Covid au début, chacun pour soi et après on regarde. C'est ça le grand drame de l'Union européenne pour le moment. L'Union européenne n'a jusqu'à présent, moi j'ai travaillé pendant 18 ans à Bruxelles, donc je suis bien un peu dedans, l'Union européenne n'arrive pas à fédérer vraiment les différents intérêts des différents États. Et c'est ça le grand drame. Donc, c'est aussi une faiblesse de l'Union européenne pour le moment de s'imposer, par exemple, pour le bouclier antimissile. Il existe un programme actuel qui va être mis en place l'année prochaine, qui a 500 millions d'euros qui sont à la disposition pour se procurer des bombes, des choses antimissiles. Alors, c'est là, mais l'Union européenne ne voit pas une possibilité de s'imposer davantage. C'est ça. Est-ce que, maintenant on va parler juste un peu de l'Allemagne en tant que telle et pas forcément du couple franco-allemand, est-ce que l'Allemagne n'est pas aussi
face à la nécessité d'un changement de son modèle économique, mais aussi de son modèle social. En fait, vu d'ici, on a l'impression que l'Allemagne avait fait des choix historiques qui l'avaient amené dans cette position importante de leader européen, notamment en faisant le choix des hydrocarbures russes, notamment en faisant le choix des exportations vers la Chine. Et aujourd'hui, ça, à la fois les hydrocarbures russes et les exportations vers la Chine, bah, c'est un peu compliqué. Et on voit qu'elle va rentrer en récession aussi dans pas longtemps, a priori. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'elle voilà, qu'elle change de modèle, tout simplement? Bah, changer le modèle, c'est facile à dire. Oui. Premièrement, il faut dire aussi que l'industrie allemande a beaucoup mis l'importance sur les relations avec la Chine et a pu vendre énormément de produits en Chine. Mais ce n'est pas un choix de l'Allemagne en tant que telle, c'est aussi un choix de ceux qui achètent les produits. Donc, si l'Allemagne est compétitive au niveau mondial, par exemple avec les voitures, c'est aussi parce que les voitures sont de très bonne qualité. Si l'Allemagne est compétitive au marché mondial à cause de ses produits manufacturés, parce qu'ils sont compétitifs au niveau national. Donc, c'est ça aussi, il faut prendre en considération. On ne peut pas dire d'un jour à l'autre, il faut changer le modèle parce que ça reflète un peu un passé qui n'est plus valable. Néanmoins, bien sûr, il faut prendre en considération les choses qui se passent en Chine, par exemple. Ça, c'est quand même inquiétante, ce qui se passe en Chine avec un Xi Jinping qui de plus en plus est un dictateur pur et net, et on ne sait pas comment il va réagir. Mais c'est aussi une question pour la France, ce n'est pas une question simplement pour l'Allemagne. Et là, encore une fois, je dois dire, c'est l'Union européenne qui manque de coordonner les activités, par exemple, des différents pays de l'Europe vers la Chine. Comment ça se passait ces dernières années ou décennies? Chacun est allé en Chine pour vendre le plus que possible. Macron est allé en Chine, François Hollande est allé en Chine, Jacques Chirac est allé en Chine, tout le monde est allé, Angela Merkel chaque année. Donc tout le monde est allé en Chine pour avoir sa part du marché. Et maintenant, tout à coup, ça a changé parce qu'on voit des risques qui se sont montrés aussi avec ce que vous avez dit, avec l'hydrocarburant qu'on a acheté en tant qu'Allemagne de la Russie à de très très bons prix. Ça, il faut le dire. Oui, mais on n'a pas l'impression, parce que là, dans ce que vous dites, on a l'impression il y a comme un changement de paradigme vis-à-vis de la Chine. Or, j'ai vu que Olaf Scholz devait aller la semaine prochaine à Pékin, qu'il y a ces débats en Allemagne sur l'ouverture des capitaux du port de Hambourg Oui. à des capitaux chinois, à une entreprise qui s'appelle Costco, qui est une entreprise chinoise. Donc, on n'a pas vraiment l'impression que Olaf Scholz a l'intention de se détacher de la Chine à moyenne ou à courte échéance. On n'a pas l'impression pour le moment, mais on doit avoir aussi l'impression qu'il vaut mieux de parler avec ses partenaires que de rester muet et de voir un peu sur place ce qui se passe. C'est aussi un peu ça, la diplomatie. Et il serait accompagné par une grande délégation de dirigeants d'entreprises allemandes, parmi eux, par exemple, un qui est particulièrement intéressant en tant que connaisseur de la Chine, c'est le PDG de BASF. Et lui, il a passé presque 12 ans ou 15 ans en Chine. Donc, il sait très bien comment le système fonctionne. Bon, on le sait aussi bien comment le système fonctionne actuellement. Donc, il faut voir les possibilités parce qu'on ne peut pas rompre d'un jour à l'autre les relations qu'on a rompues ou qu'on était obligé de rompre avec la Russie à cause de cette agression qui s'est installée en Ukraine. J'ai une dernière question, Ernst. C'est une question sur l'Europe. Est-ce que vous avez l'impression que pourrait se dessiner, notamment avec l'élection de Giorgia Meloni en Italie, une nouvelle, comment dirais-je, un nouveau rapport de force en fait entre les nations européennes. On a vu qu'Emmanuel Macron est allé voir Giorgia Meloni dès le lendemain de son élection. Comment est-ce que vous lisez ça? Parce que il est allé voir Giorgia Meloni. La semaine d'après, on apprend qu'il est plus ou moins fâché avec Olaf Scholz, qui fait attendre dans sa voiture. Il annule un conseil franco-allemand. Qu'est-ce qui est en train de se dessiner en Europe selon vous?
Moi, j'ai des grandes inquiétudes, je dois vous dire. C'est en Italie, Meloni, c'est en Suède, les nationalistes qui ont pris le pouvoir. On a le problème en Europe de l'Est, en Pologne depuis très longtemps, en Hongrie depuis très longtemps. On a aussi en Bulgarie maintenant, encore une fois, un régime qui est au moins peut-être pas si nationaliste, mais quand même un peu douteux. Donc, c'est des grands risques que quelque chose de nouvel peut se dessiner avec ce virement à droite. Et là, il faut faire très, très attention parce que ça peut vraiment menacer ce qu'on a battu les dernières décennies en Europe, cette Union européenne. Chacun pour soi, à la longue, ça ne peut pas aller. Il faut cette unité qui soit là et préserver cette unité. Et là, c'est aussi, je crois, une responsabilité énorme du couple franco-allemand, si on revient à ça, à Emmanuel Macron, mais aussi au chancelier Olaf Scholz, au gouvernement français et au gouvernement allemand. Merci beaucoup, Anne Stetter. Merci aussi.